Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Double assassinat dans la rue Morgue de Edgar Allan Poe. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Comme il revenait une nuit, ou plutôt un matin, le matin du meurtre d'une petite orgie de matelots, il trouva la bête installée dans sa chambre à coucher. Elle s'était échappée du cabinet voisin où il la croyait solidement enfermée. Un rasoir à la main et toute barbouillée de savon, elle était assise devant un miroir et essayait de se raser comme sans doute elle l'avait vu faire à son maître en l'épiant par le trou de la serrure. Terrifié en voyant une arme si dangereuse dans les mains d'un animal aussi féroce, parfaitement capable de s'en servir, l'homme, pendant quelques instants, n'avait su quel parti prendre. D'habitude, il avait dompté l'animal, même dans ses accès les plus furieux, par les coups de fouet, et il voulut y recourir cette fois encore. Mais, en voyant le fouet, l'orang-outan bondit à travers la porte de la chambre, dégringola par les escaliers, et profitant d'une fenêtre ouverte par malheur, il se jeta dans la rue. Le Français, désespéré, poursuivit le singe. Celui-ci, tenant toujours son rasoir d'une main, s'arrêtait de temps en temps, se retournait et faisait des grimaces à l'homme qui le poursuivait jusqu'à ce qu'il se vît près d'être atteint, puis il reprenait sa course. Cette chasse dura ainsi un bon bout de temps. Les rues étaient profondément tranquilles et il pouvait être 3 heures du matin. En traversant un passage derrière la rue Morgue, l'attention du fugitif fut attirée par une lumière qui partait de la fenêtre de Madame L'Espanais, au 4e étage de sa maison. Il se précipita vers le mur. Il aperçut la chaise du paratonnerre, y grimpa avec une inconcevable agilité, saisit le volet, qui était complètement rabattu contre le mur, et, en s'appuyant dessus, il s'élança droit sur le chevet du lit. Toute cette gymnastique ne dura pas 1 minute. Le volet avait été repoussé contre le mur par le bond que l'orang-outan avait fait en se jetant dans la chambre. Cependant, le matelot était à la fois joyeux et inquiet. Il avait donc bonne espérance de ressaisir l'animal qui pouvait difficilement s'échapper de la trappe où il s'était aventuré et d'où on pouvait lui barrer la fuite. D'un autre côté, il y avait lieu d'être fort inquiet de ce qu'il pouvait faire dans la maison. Cette dernière réflexion incita l'homme à se remettre à la poursuite de son fugitif. Il n'est pas difficile pour un marin de grimper à une chaîne de paratonnerre, mais quand il fut arrivé à la hauteur de la fenêtre, située assez loin sur sa gauche, il se trouva fort empêché. Tout ce qu'il put faire de mieux fut de se dresser de manière à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la chambre. Mais ce qu'il vit lui fit presque lâcher prise dans l'excès de sa terreur. C'était alors que s'élevaient les horribles cris qui, à travers le silence de la nuit, réveillèrent en sursaut les habitants de la rue Morgue. Madame L'Espanais et sa fille, vêtues de leur toilette de nuit, étaient sans doute occupées à ranger quelques papiers dans le coffret de fer dont il a été fait mention et qui avait été traîné au milieu de la chambre. Il était ouvert et tout son contenu était éparpillé sur le parquet. Les victimes avaient sans doute le dos tourné à la fenêtre, à en juger par le temps qui s'écoula entre l'invasion de la bête et les premiers cris. Il est probable qu'elles ne l'aperçurent pas tout de suite. Le claquement du volet a pu être vraisemblablement attribué au vent. Quand le matelot regarda dans la chambre, le terrible animal avait empoigné Madame L'Espanais par ses cheveux qui étaient éparses et qu'elle peignait, et il agitait le rasoir autour de sa figure en imitant les gestes d'un barbier. La fille était par terre, immobile, elle s'était évanouie. Les cris et les efforts de la vieille dame, pendant lesquels les cheveux lui furent arrachés de la tête, eurent pour effet de changer en fureur les dispositions probablement pacifiques de l'orang-outan. D'un coup rapide de son bras musculeux, il sépara presque la tête du corps. La vue du sang transforma sa fureur en frénésie. Il grinçait des dents, il lançait du feu par les yeux. Il se jeta sur le corps de la jeune personne, il lui ensevelit ses griffes dans la gorge et les y laissa jusqu'à ce qu'elle fût morte. Ses yeux égarés et sauvages tombèrent en ce moment sur le chevet du lit, au-dessus duquel il put apercevoir la face de son maître, paralysé par l'horreur.
La furie de la bête, qui sans aucun doute se souvenait du terrible fouet, se changea immédiatement en frayeur. Sachant bien qu'elle avait mérité un châtiment, elle semblait vouloir cacher les traces sanglantes de son action en bondissant à travers la chambre dans un excès d'agitation nerveuse, bousculant et brisant les meubles à chacun de ses mouvements et arrachant les matelas du lit. Finalement, elle s'empara du corps de la fille et le poussa dans la cheminée, dans la posture où elle fut trouvée, puis de celui de la vieille dame qu'elle précipita la tête la première à travers la fenêtre. Comme le singe s'approchait de la fenêtre avec son fardeau tout mutilé, le matelot épouvanté se baissa et, se laissant couler le long de la chaîne sans précaution, il s'enfuit tout d'un trait jusque chez lui, redoutant les conséquences de cette atroce boucherie et, dans sa terreur, abandonnant volontiers tout souci de la destinée de son orang-outan. Les voix entendues par les gens de l'escalier étaient ces exclamations d'horreur et d'effroi mêlées au glapissement diabolique de la bête.